Testing. Bonjour tout le monde. Suite à la présentation de M. Carole-Alain, je pense qu'on a des grosses croûtes à manger. J'ai trouvé excessivement intéressant la présentation de M. Alain avec toutes ses observations sociologiques. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose, c'est de voyager un petit peu dans le temps, à savoir qu'est-ce qui s'en vient au Québec en 2030, d'ici 2031-2036. Et surtout, voir un peu, soit par les gens administratifs et également aussi par MRC, comment va évoluer le Québec. Est-ce qu'on va avoir assez de main-d'œuvre pour faire face à ce qui s'en vient? Comment le vieillissement de la population va bouleverser les milieux de travail? Comment ça va affecter également aussi les services à la population? Est-ce que les bris de services vont continuer ou encore vont s'accélérer davantage dans les prochaines années? Donc, je vous propose de voyager un petit peu dans le temps et de se projeter dans le futur. Et à titre de participant, il y a comme 3 situations que vous pourriez être. Donc, à titre de parent. Donc, à titre de parent, comment ça va évoluer, puis surtout, qu'est-ce qu'on pourrait recommander à nos enfants. À titre de gestionnaire, si vous êtes des gestionnaires, donc comment va évoluer votre milieu de travail, puis également aussi à titre de collaborateur interne, à savoir comment on va s'organiser à l'interne avec peu de relève. Donc, on va voir, je vais vous présenter quelques diapositives. M. Alain a été plus un niveau macro, on va y aller plus au niveau micro. Okay? Mais vous allez voir certaines similitudes avec ce que M. Alain a mentionné, mais je vais aller un peu plus en profondeur dans certaines activités. Donc, je me présente, mon nom est Pierre Bernier. On est spécialisé en démographie et vieillissement de population. Donc, tout ce qui touche le vieillissement de population et la rareté de main-d'œuvre, on a quand même une très belle expertise. Et également aussi, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait l'analyse un peu de la prospective, donc de tout ce qui touche l'économie. Donc, qu'est-ce qui s'en vient au Québec? Comment les communautés, les organisations devront s'ajuster avec une relève qui est trop peu présente. Donc, on va commencer immédiatement. Donc, il y a 3 sujets sur lesquels j'aimerais discuter avec vous. Donc, la transformation du monde, et du monde du travail et de la démographie. On va regarder les impacts de la rareté de main-d'œuvre et également aussi qu'est-ce que je vous propose comme action pour se démarquer. Ça va durer jusqu'à 11h20 à peu près. S'il y a des périodes de questions, ça sera possible d'avoir des questions. Et le document du participant. Donc, on va produire un document du participant après la présentation qui va être disponible pour vous. Donc, la présentation, je vais la résumer pour que vous puissiez avoir des diapositives. Également aussi, j'ai produit un document qui parle de l'évolution démographique du Québec. Donc, ça, c'est excessivement intéressant. Si éventuellement ça vous intéresse, simplement me donner votre carte d'affaires, puis à ce moment-là, je pourrai vous l'envoyer par courriel, en PDF. Donc, si on regarde le monde, donc si on regarde, on est 8 millions, on est 8 millions de personnes. En 2050, on va être 9,7 milliards. Il y a 59 % de la population qui demeure en Asie, 17 % de la population mondiale demeure en Afrique et 8,4 % de la population mondiale demeure en Amérique du Sud. Donc, on parle ici d'à peu près de 80 % de la population qui sont souvent en début de consommation. Puis ça amène installé au Québec et au Canada. Avec toutes les problématiques de visa, d'installation, des fois, il y a des gens qui se découragent, puis on ne devient pas une terre d'accueil qui est nécessairement très agréable ou positive. Donc, on a plein de gens du Sud qui montent vers le haut. C'est sûr que ça bouleverse énormément les différentes cultures sociales, mais d'un autre côté, c'est une richesse extraordinaire également aussi d'aller chercher des personnes de différentes diversités. Donc, beaucoup d'urbanisation, d'industrialisation. Il y a eu une mondialisation qui s'est installée, donc beaucoup d'entreprises se sont installées dans le Sud pour être capables de répondre aux besoins de la nouvelle consommation. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit un retour à la proximité. Donc, on s'aperçoit que pour être capable de gérer la planète, bien, le retour à la proximité devient absolument intéressant.
On regarde donc des pays du Nord, on dit que on est rendu dans la post-industrialisation, puis la post-industrialisation, c'est l'ère du savoir et de l'expertise. Fait que si on a une génération de jeunes qui ne s'intéressent pas à la science et la technologie, bien à ce moment-là, il y a beaucoup d'entreprises qui ne viendront pas s'installer au Québec parce qu'on n'a pas de jeunes qui ont une connaissance ou tout au moins un intérêt à s'en aller dans la post-industrialisation. Et c'est ça, souvent, la post-industrialisation qui va faire la différence. L'âge médian de la population est de 31 ans. 32,5 de l'âge en Asie, 20 en Afrique et 30,5 en Amérique du Sud, comparativement à 42 en Europe et 38,4 en Amérique du Nord. Donc, le Canada, actuellement, on a un âge médian de 41. Et si on se projette un peu plus dans le temps, donc le Québec a un âge médian de 43 et va être un âge médian de 45 autour de 2036. Donc, le Québec se vieillit et on va se situer parmi les 25 pays les plus vieux à travers le monde. Donc, le défi du vieillissement de la population nous oblige à repenser l'utilisation des services, mais surtout l'utilisation de l'humain en milieu de travail. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est qu'il faut inventer le futur. Inventer le futur avec une population qui n'est pas présente. Pas une population, mais avec une main-d'œuvre qui est trop peu présente. Donc, comment on va faire pour supporter le vieillissement de la population avec une relève qui n'est pas présente? Est-ce que la jeune génération va s'intéresser aux métiers de santé et services sociaux et également aussi aux métiers de l'enseignement? Si on n'a pas de jeunes qui s'intéressent à ces métiers-là, bien, automatiquement, l'innovation devient une source, puis la technologie. Puis M. Alain l'a mentionné très bien ce matin aussi, il va falloir qu'on puisse être capable de repenser différemment tous les services à la population, mais également aussi la manière qu'on utilise l'humain en milieu de travail. Donc, tout ça pour mentionner comme quoi on a des défis intéressants, puis les 8 tendances mondiales qui bousculent les modèles d'affaires, qui nous obligent à redéfinir la performance puis la productivité, qui nous nécessitent de repenser et réinventer notre société. Bien, la première chose qu'on voit, c'est certain, c'est tout ce qui touche les échanges économiques ou les jeux géopolitiques. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce qui se passe en Chine, qu'est-ce qui se passe dans différents pays, ça nous affecte directement. Puis, on a vu la guerre en Ukraine, donc le coût d'essence ou de pétrole, également aussi tout ce qui touche à taux hypothécaire, ça bouleverse complètement notre société. Deuxième, la sécurité. Donc, sécurité alimentaire, sécurité informatique, puis sécurité territoriale. Donc, des millions et des millions et des millions de dollars qui est investi pour être capable de se sécuriser face aux cyberattaques, face également aussi aux différentes actions là, qui se passent. On a toute la partie environnementale, qu'on l'a mentionné tantôt. Donc, on exploite les ressources, puis qui sont de moins en moins disponibles. Donc, au niveau environnemental, il y a des grosses décisions, non seulement pour les différents pays, mais à titre d'individu également aussi pour être capable d'utiliser les ressources qui est disponible. Technologie. Aussitôt qu'une technologie sort, c'est déjà périmé, déjà une deuxième, troisième, quatrième version qui s'installe. Donc, on est constamment dans l'instabilité. Et l'instabilité fait en sorte que l'humain devient très inconfortable et ne sait plus nécessairement comment réagir face à toute cette transformation rapide qui s'installe. Donc, on va avoir des pays qui sont hautement technologiques, des pays qui sont moyennement technologiques et des pays qui sont faiblement technologiques. Et ceux qui vont se démarquer, c'est des pays qui investissent en temps et en énergie pour être capables de se démarquer de la compétition. Le défi du futur, c'est un défi de temps. Si à titre d'individu, de société ou d'organisation, on prend trop de temps pour réagir, on devient fragile et vulnérable. Donc, ça veut dire que non seulement l'équipe de direction doit comprendre comment être agile, mais aussi être capable d'expliquer aux employés l'importance de cette agilité-là et d'expliquer comment que chacun peut contribuer à sa façon pour participer à cette évolution-là. Donc, la technologie est vraiment un défi tout à fait extraordinaire et on a beaucoup de gens qui sont hautement technologiques, qui comprennent très bien comment l'utiliser, mais on a des gens aussi qui sont faiblement technologiques et ça, c'est un défi là, qui se passe en milieu de travail. Toutes les dettes, les taxes qui s'exercent, donc ça, c'est un élément intéressant. La main-d'œuvre, on en parle depuis quelques années. Depuis l'an 2000 que je donne des conférences sur la main-d'œuvre et la rareté de main-d'œuvre, j'ai toujours dit que les années 2021, 2022, 2023, on est dans le cœur des problématiques qui existent. Mais par contre, avec le COVID, ça a comme accentué la situation. Et là qu'on a vu les faiblesses dans certains secteurs d'activité qui nous ont explosé en pleine face. Donc, la main-d'œuvre est un défi tout à fait intéressant, non seulement au Québec, mais dans plusieurs pays. On a la clientèle qui est volatile, donc il peut acheter autant ici qu'acheter en Europe ou ailleurs ou à l'extérieur. Donc, on a des clients qui sont de moins en moins fidélisés, mais quand même, on a un défi d'offrir un bon service à la clientèle. Et la démographie, là, que je vais vous parler dans quelques minutes. Donc, tout ça pour mentionner comme quoi que c'est tout à fait intéressant de voir que cette transformation s'exerce et que ça a des impacts majeurs là, sur tout le monde dans la société.
Si on regarde le Québec, qu'est-ce qui fait la force d'un pays, selon vous? C'est quoi la principale caractéristique de la force d'un pays? Innovation. L'innovation, oui, ça peut être un élément. Quoi d'autre? L'éducation. Donc, l'éducation est le premier facteur qui va faire en sorte qu'un pays va se développer. Et au Québec, on est chanceux, ça ne coûte quasiment rien à l'école. Mais combien ça coûte amener un jeune jusqu'à l'université? Combien ça coûte à l'État, selon vous, amener un jeune à l'université? À l'État. Donc, ça coûte 240 000. OK? Donc, on a ici, pour secondaire, d'amener les jeunes jusqu'à secondaire, c'est 139 000. Collégial, ça monte à 167 000. Un DEC, 203 000. Et un baccalauréat, c'est 248 000. Est-ce que certains d'entre vous ont des enfants en secondaire 1 ici? Donc, secondaire 1 termine ses études son cégep, c'est secondaire 5 en 2027, son cégep en 2030, son université en 2033-2034. Quelle est la définition d'un employé d'excellence en 2033-2034, mais aussi d'un citoyen productif et responsable en 2033-2034? Comment ça va évoluer? Et qu'est-ce que le système scolaire prépare les jeunes pour demain? Sur les caractéristiques nécessaires pour être capable de bien contribuer? Est-ce que nous, à titre de parents, on est capable de guider nos enfants, sachant très bien que nous autres mêmes, on est un peu perdus et on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense qu'on a un niveau de... On a une information, on a une possibilité d'éducation, puis une possibilité également aussi là, de créer une belle opportunité avec nos jeunes pour leur expliquer qu'est-ce qui s'en vient les prochaines années. Moi, un de mes clients, c'est la Fédération des établissements d'enseignement privé. Donc, tous les collèges privés à travers le Québec, c'est ma clientèle. Et on donne des conférences aux jeunes, on donne des conférences aux parents, également aussi dans la salle, pour leur expliquer voici qu'est-ce qui s'en vient dans le monde du travail et voici les opportunités que vous allez avoir si vous terminez vos études versus si vous ne terminez pas vos études. Le seul avantage qu'une personne peut avoir, c'est ses connaissances. Si je n'ai pas les connaissances, qu'est-ce que je vaux sur le marché du travail? Donc, le futur, les employeurs vont être tellement en demande, ces jeunes-là vont être tellement en demande, puis même s'ils n'ont pas la bonne compétence, ils vont les embaucher. Mais ça a quoi comme impact sur les organisations quand on n'a pas la bonne connaissance puis la bonne compétence? OK? Donc, le futur, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'avoir aucun jeune qui décroche au Québec. Chaque personne qui décroche va nous pénaliser en tant que société. Mais par contre, on dirait que les personnes, des immigrants ou des gens qui viennent de l'extérieur, voient l'importance de l'éducation, puis encouragent leurs jeunes à terminer leurs études. Mais au Québec, les Québécois, c'est pas le seul que tu termines ton secondaire 5. Pourtant, ça ne coûte rien aller à l'école au Québec. Okay? Donc, le seul avantage concurrentiel qu'une personne peut avoir, c'est ça. Donc, supposons que vous m'embauchez. Qu'est-ce que vous embauchez? Vous embauchez des connaissances, vous embauchez un comportement, vous embauchez une expertise et une productivité. Tout ça, ça coûte 30$ de l'heure. Me donnez-vous 6$ mes connaissances, me donnez-vous 6$ pour mon comportement, 8$ pour mon expertise, puis 9$ ma productivité. Si je n'ai rien appris cette année, 0% d'augmentation sur mes connaissances. Comportement, j'ai fait chier tout le monde, je n'ai pas contribué, je ne me suis pas impliqué, 0% d'augmentation sur cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans les prochaines années? C'est qu'on va décortiquer la présence des gens, puis on va décortiquer la contribution des gens en milieu de travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle ça l'appréciation de la contribution et non pas l'appréciation de la performance. OK, donc jusqu'à quel point que les employés ont contribué au développement organisationnel, au travail d'équipe, etc., etc. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que dans les prochaines années, l'apprentissage, donc la formation continue, l'intérêt à se développer, va être excessivement intéressant parce qu'on va manquer de personnel. Donc, comme on va manquer de personnel, chaque personne va compter davantage, puis surtout qu'il devrait être capable d'optimiser sa présence au travail. Et ça, je pense que ça devient intéressant de bien présenter ça aux employés et de leur expliquer. Une des choses que je fais également aussi régulièrement, c'est de donner des conférences aux employés. Souvent, on parle de changement, on parle d'agilité, mais si les employés ne comprennent pas la base de l'essence et de l'importance de ce changement-là, à ce moment-là, les gens vont rester sur place, puis ils vont être un peu résistants au changement. Il faut que l'information transforme. Si l'information qu'on vous transmet ne vous transforme pas, ça ne donne pas grand-chose. Donc, il faut créer un état d'urgence, il faut créer un sentiment de quasiment blesser les gens pour qu'ils passent à l'action et qu'ils comprennent que le futur va être très différent du passé. Okay? Et là, actuellement, on s'exerce. Le problème dans ça, c'est qu'on s'attend à ce que le passé continue, mais on ne peut pas continuer avec le passé. Donc, on doit créer quelque chose de différent, et ça, avec le personnel et avec aussi la contribution de chacun, parce que chaque personne a une valeur ajoutée. À cause de votre présence au travail, en quoi l'organisation est plus solide?
À cause de votre présence, qu'est-ce que vous procurez à l'organisation qui va faire en sorte que l'entreprise va atteindre ses objectifs organisationnels? Donc, ça devient intéressant d'avoir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, première chose, l'éducation. Deuxième point, c'est sur une population en quantité et en qualité. Au Québec, on n'a pas la quantité. Si on n'a pas la quantité, il faut avoir la qualité. On est un petit peuple en nombre, donc il va falloir qu'on puisse se dépasser, mais aussi qu'on ait un intérêt à vouloir parfaire nos connaissances, mais aussi de contribuer comme il faut. Donc, le laisser-aller n'est définitivement pas un atout pour le Québec et les organisations. Des matières premières recherchées et transformées. On a beaucoup de bonnes matières premières au Québec, mais elles ne sont pas nécessairement transformées. Donc, on envoie souvent nos matières premières à l'extérieur pour la transformation. Donc, idéalement, on voudrait avoir des usines de fabrication, mais on n'a pas de personnel pour rentrer dans les usines. Fait qu'on est un peu poigné avec ça aussi, là. Mais par contre, on a des matières premières qui sont très riches, qui sont très utiles pour la société. Une organisation de travail efficace et agile. Je vais revenir avec vous. Une organisation de travail efficace et agile. L'organisation du travail, actuellement, on a énormément besoin d'éliminer la non-qualité, d'éliminer la non-efficacité, de sortir les irritants, de sortir les obstacles à la performance. Donc, on doit faire l'inventaire de la non-qualité en milieu de travail. Moi, je le fais souvent avec des clients où est-ce que les employés font l'inventaire de la non-qualité, on met en place un comité d'agilité ou un comité d'amélioration continue, et ça fait toute la différence. Le futur, si on n'a pas de personnel, il va falloir qu'on travaille sur la productivité. Et la productivité commence par éliminer la non-qualité. Oui, madame? Excusez-moi, j'étais juste curieuse. Les matières premières recherchées et transformées qu'on va à l'extérieur parce qu'on n'a pas les ressources ou parce que c'est moins cher parfois? Bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas les ressources pour les transformer au Québec. C'est vraiment ça à la base? Oui. Non pas le coût? Bien, il y a aussi le coût. C'est sûr que si on envoie les pays, si, mettons, le travail se fait en Chine ou à Taïwan ou en Afghanistan ou quoi que ce soit, c'est sûr que c'est le meilleur marché, mais par contre, le problème qu'on a maintenant, c'est la distance. C'est que de plus en plus, on recherche à faire du travail à proximité. Puis de faire la transformation, mais la problématique, c'est qu'on n'a pas assez de personnel, non seulement en nombre, mais en qualité aussi, pour être innovateur et être capable de transformer ces produits-là, mais en utilisant la technologie. Donc, tout ce qui touche la robotique, tout ce qui touche également ces éléments-là. Donc, on a besoin beaucoup de bonnes compétences vis-à-vis de ça. Donc, une organisation du travail agile efficace qu'on a mentionné, donc faire l'inventaire de la non-qualité. Une culture entrepreneuriale forte et innovatrice. Donc, jusqu'à quel point que vos employés ont une culture entrepreneuriale. Est-ce que vous éteignez la créativité des gens ou au contraire, vous favorisez la créativité des gens? Est-ce que vous connaissez ceux qui sont les plus créatifs dans votre organisation? Est-ce que vous les utilisez et créez un genre de comité de sages pour qu'ils soient capables de les challenger, pour qu'ils vous donnent des idées d'amélioration? Donc, les gens, souvent, sont éteints tout simplement parce qu'ils dérangent trop. Au contraire, il faut encourager la créativité et l'innovation. Des actes de transport efficaces, que ce soit au niveau avion, transport terrestre, train, quoi que ce soit, on a un défi vis-à-vis de cet élément-là. Des investissements en automatisation dans les TI. Le gouvernement est très favorable à l'automatisation. Maintenant, est-ce que les entreprises prennent cette opportunité-là? Je pense qu'on est peut-être un petit peu en retard, mais je pense qu'il y a tout un défi d'éducation de part de la haute direction jusqu'aux employés pour dire voici qu'est-ce qui s'en vient et voici comment la technologie peut nous développer, et des organisations sociales et gouvernementales qui sont visionnaires et structurantes. Donc, actuellement, tout ce qu'on a, c'est que des gouvernements répondent à des besoins spécifiques actuels, mais jusqu'à quel point qu'ils prévoient 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans d'avance. Ça, on a un peu de difficulté, parce que la gouvernance, c'est du 4 ans. Donc, à tous les 4 ans, eux autres, ils ont plus de difficultés. Donc, avec cette base-là. Puis également aussi, M. Alain l'a mentionné, donc on a l'évolution du monde du travail. Donc, on avait la production mécanique, production de masse, production automatisée. Maintenant, on rentre dans l'introduction des nouvelles technologies et ça se traduit par 10 technologies qui caractérisent le monde numérique. Okay? Donc, on a au départ la biotechnologie, la robotique, l'impression 3D, niveau matériaux, l'Internet des objets et les technologies relatives au captage et stockage d'informations. Okay? Donc, tout ça fait en sorte que ça amène, autant pour les employés que pour les clients, ça nous oblige c'est-à-dire que ça nous permet d'utiliser différemment les ressources disponibles. Également aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne l'information en temps réel. Donc, si on veut être agile, l'information en temps réel nous permet de prendre de bonnes décisions. Si on n'a pas de l'information en temps réel, ça devient plus difficile. Également aussi, on parle du monde numérique, donc on parle d'intelligence artificielle.
des applications blockchain, l'information quantique et la réalité virtuelle et augmentée. Que de plus en plus, on va en voir dans les prochaines années là, d'intégration de ces éléments. Et c'est ça qui caractérise la 4e révolution industrielle. Donc, quand on parle de révolution industrielle, donc, les conséquences, c'est la rupture avec le passé. Donc, on a une fragmentation, une fracture entre le passé et le futur. Entre les deux, on est dans une zone de transition. Avant, on faisait ça. Ça marchait, aujourd'hui, ça ne marche plus. C'est quoi le futur? Donc, on est dans une zone de transition qui nous oblige à repenser la manière qu'on utilise l'humain, mais également aussi les technologies qui sont en place. La redéfinition de la performance et de la productivité. Donc, ce n'est pas nécessairement nous qui décidons. Là. On a les pays du Sud là, qui nous pressent énormément à revoir notre utilisation, mais surtout au Québec, à cause du manque de main-d'œuvre, il faut absolument doubler notre productivité. Ça, je vais vous l'expliquer dans quelques minutes. Donc, la rareté de main-d'œuvre va nous obliger de doubler notre productivité. Comment on fait ça? C'est quelque chose. Hein? Une période de remise en question sur les produits et services à la population, c'est de là qu'on a besoin d'avoir de l'implication de tout le monde. Donc, on parle du cerveau collectif, on parle de l'intelligence collective, où est-ce que tous les employés doivent maintenant comprendre qu'ils sont dans le même bateau. On n'aurait peut-être pas assez de personnel. Si on n'a pas assez de personnel, qu'est-ce qu'on fait de mieux ou de différent? M. Alain l'a mentionné, donc l'éducation va se faire à distance. Le système même de santé va peut-être se faire à distance, avec la télémédecine, etc. Des régions ou des secteurs d'activité à repositionner. Selon vous, à quelle année qu'on va commencer, on va manquer des boueurs, de vidangeurs? 23, 24. On fait quoi avec nos vidanges? OK. À quel moment qu'on va manquer de déneigeurs? Donc, on s'aperçoit qu'il y aura certains secteurs d'activité où on va manquer de main-d'œuvre. Et ça, bien, ça va nous obliger à repenser de la manière qu'on va utiliser. Donc, il va y avoir une collaboration humaine, il va y avoir une collaboration citoyenne qui va embarquer dans le milieu. Et ça va se faire de façon forcée, sous forme de chaos, ou ça va se faire sous forme organisée. Malheureusement, c'est sous forme de chaos souvent que ça s'installe. Donc, en situation chaotique, là, les gens vont commencer à avoir des idées, ils vont dire, il faut trouver des solutions, et puis après ça, ça s'installe. Mais par contre, dans cette période de transition-là, on va vivre comment? Il y a une période tout à fait extraordinaire qui s'installe. C'est pour ça que M. Alain disait, c'est une période tout à fait intéressante. Il y a plein d'opportunités. Mais dans votre milieu, est-ce que votre personnel est au courant des enjeux qui existent dans votre secteur d'activité? Est-ce que vos employés, on les stimule? Est-ce qu'on prend un temps d'arrêt pour réfléchir à quoi ressemble notre organisation et notre secteur d'activité en 2025? Moi, je le fais régulièrement avec certains clients. On donne la conférence, après ça, il y a des ateliers qui se passent, puis on dit qu'est-ce que ça veut dire avec vos clients? Qu'est-ce que vous devez faire de mieux ou de différent avec vos clients? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau d'organisation du travail? Et qu'est-ce que ça veut dire à titre d'humain, à titre de travailleur? En quoi vous devez vous ajuster en fonction des besoins du futur? Des actions multidimensionnelles, c'est plus complexe. C'est pour ça qu'on a besoin maintenant de l'intelligence collective. Okay? C'est absolument important. L'équipe de gestion ne pourra pas être capable de supporter et de trouver des solutions. On a besoin de l'implication de tout le monde pour être capable d'arriver à des résultats. Et tout simplement, c'est tous urgent. C'est tout simultané, c'est tout urgent, puis ça donne l'impression d'éternel commencement puis du chaos. OK? Mais, comme je l'ai mentionné, on est dans une période de transition. Et cette période de transition-là va être utile si tous les employés comprennent la transformation qui s'exerce. Sinon, souvent, on a des gestionnaires qui assistent à des événements, comme vous autres, vous assistez à des événements, mais vos collègues qui n'assistent pas à cet événement-là, comment ils peuvent se mettre sur la même longueur d'onde quand il y a un écart intellectuel entre qu'est-ce que vous comprenez et qu'est-ce que les employés comprennent? Donc, c'est impossible de se mettre dans un mode innovation quand on n'a pas la même information. Donc, on a un défi de transparence et d'éducation, puis M. Alain l'a mentionné très bien là ce matin. Donc, là, je viens de terminer un peu la partie macroéconomique. On va aller maintenant un peu plus microéconomique au niveau du défi du Québec. Donc, il y a 4 éléments importants que vous devez connaître pour savoir comment va évoluer le Québec. Donc, on a eu des parts d'évolution des différents groupes d'âge, l'âge médian, l'indice de remplacement et également aussi le ratio des 20-64 versus les 65 ans et plus. Donc, on a la population du Québec. On va vivre une croissance de 7,4 OK, on va passer de 8,6 à 9,3 millions, là, que je vois un petit peu mal. Là. Donc, on a 4 régions administratives. On parle de Côte-Nord, Saguenay, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, qui va être une diminution de sa population, mais toutes les autres régions administratives vont vivre une croissance là,
qui varie entre 0 et 13 %. Donc, les Laurentides, beaucoup de gens qui s'installent dans les Laurentides, sur beaucoup de vieillissement de population. Donc, les gens s'installent dans les Laurentides. Ça gonfle la population, mais ça ne gonfle pas le nombre de travailleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? On manque de personnel pour les services, on manque de personnel dans la restauration, etc., etc. Le groupe, donc, actuellement, on a 4 389 000 personnes qui travaillent. Donc, on a 50 % de la population qui travaille. OK? Les autres, bien, ce soit des 0-19 ans ou encore des 65 ans et plus qui sont à l'extérieur du marché du travail. Si on regarde la population 0-19 ans, donc ici, on voit en rouge, donc Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, l'autre, je ne sais pas ça qui n'est pas là, Abitibi-Témiscamingue et Gaspésie. Donc, on a ici des secteurs, des régions administratives qui ont une diminution, tandis qu'on a d'autres régions là, qui sont en croissance. Donc, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Abitibi, Gaspésie, c'est certain qu'eux autres là, vivent certaines difficultés. Ils ont de la difficulté à combler les classes ou à combler certains secteurs d'activité ou certaines disciplines. Puis à ce moment-là, ça amène, en tout cas, ça crée des difficultés au niveau de la relève. Qu'est-ce qui me préoccupe beaucoup, c'est le 2064. Donc, 2064, qui est le nombre de travailleurs disponibles, habituellement disponibles. Puis c'est également eux qui donnent naissance. Donc, on a un taux de natalité de 1,6 au Québec. Donc, 1,6, c'est-à-dire que ce n'est pas assez pour être capable de renouveler la population. Donc, on va chercher des immigrants pour être capable de combler la population, le manque. Mais avec 40 ou 50 000 personnes par année, ce n'est pas assez. Donc, idéalement, ça prendrait 80 ou 100 000 par année pour être capable de faire face à ce qui s'en vient. Puis on entend toutes sortes de défis ou de discussions entre le fédéral et le provincial sur le nombre de personnes qu'on va accueillir. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on a certaines régions administratives qui ont une diminution du nombre de travailleurs. Donc, ici, on parle de Côte-Nord, Gaspésie, Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent. Et je peux vous garantir que dans ces régions administratives-là, le manque de main-d'œuvre est criant. OK? Puis, on s'arrache les cheveux. Donc, on va voir une diminution. Puis là, c'est pour ça qu'on ferme des restaurants. En tout cas, il y a beaucoup de fermetures et de débris de services. Mais qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'il va y avoir une diminution du nombre d'entreprises. Au lieu d'avoir 15 salons de coiffeurs, il va en avoir 10. Au lieu d'avoir 20 restaurants, il va en avoir 10. Au lieu d'avoir des garages, aussi des garages. Donc, il y a une diminution du nombre d'entreprises qui va exister. Et le fait aussi qu'on a énormément d'entrepreneurs qui sont en âge de prendre sa retraite. Puis, on n'a pas beaucoup de relève. Ça ici, ça représente 1,5 million de personnes qui pourraient tomber sur le chômage. Simplement pourquoi? Parce que les entreprises ferment leur business. Fait que ça, c'est quand même intéressant, là. Puis on a la jeune génération qui s'intéresse plus ou moins à l'entrepreneuriat. Et finalement, au niveau de 65 ans et plus, bien, ça, on est pas mal bon. On a des taux importants de croissance au niveau des 65 ans et plus. Donc, on va vivre au Québec, on va passer de 1 800 000 à 2 400 000 personnes de 65 et plus. Mais on peut s'imaginer les défis du domaine de la santé aussi. OK? Donc, ça veut dire combien de nouveaux employés qu'on devra avoir dans le domaine de la santé pour être capable de supporter les besoins de santé là, pour les personnes de 75 ou 80 ans et plus. Non seulement il faut remplacer ceux qui sont là, mais il faut ajouter également ici. La question à savoir, est-ce que la jeune génération, spécialement les jeunes filles, s'intéresse aux métiers de la santé et des services sociaux? Parce que 80 % du personnel dans le domaine de la santé et des services sociaux, c'est des femmes. Puis même chose au niveau de l'enseignement. Donc, tout ça mentionné comme quoi que c'est tout à fait intéressant de voir qu'est-ce qu'il y en est. En ce qui concerne la population de l'âge médian, donc ça, en 2011, on avait en rouge des MRC, donc on a 104 MRC à travers le Québec. En rouge, ce sont des MRC avec un âge médian de 50 ans et plus. En 2036, ce sont toutes les MRC avec un âge médian de 50 ans et plus. Donc, on a ici, voyez-vous, on a Montréal va être à 43 ans, va être 45 ans l'ensemble du Québec. Mais si vous prenez complètement à votre gauche, Gaspésie, il est à 53 ans, quasiment 54 ans d'âge médian en 2022, et va être à 55 ans d'âge médian en 2036. Tout ça pour mentionner comme quoi on a 41 MRC sur 104, donc 39 % de la population qui a un âge médian de 50 ans et plus. Mikinak, c'est où Mikinak? Au-dessus de Shawinigan. Donc, là-dessus, dans ce coin-là, c'est... Donc, 58 ans d'âge médian. Haute-Côte-Nord, 58 ans d'âge médian. Rocher-Percé, 58 ans d'âge médian. Témiscouata, Charlevoix. Quelle entreprise qui va s'installer dans les communautés, sachant très bien que l'âge médian est très élevé et qu'il y a peu de relève de disponible?
Quelle région on ferme? Quelle ville qu'on ferme? Quel secteur d'activité qui n'aura pas de relève? Je suis allé donner une conférence il y a quelques années dans une certaine région. Les maires de la ville, il y avait 5-6 maires de ville qui étaient là, puis ils demandaient comment on fait pour fermer une ville. OK? Donc, quand l'école ferme, quand la station-service ferme, quand il n'y a plus de restaurant, ça devient difficile de continuer à offrir des infrastructures qui se tiennent dans une communauté. Fait que donc, on voit que les petites municipalités sont en danger. La ville-centre va grossir parce qu'on va offrir des services de santé et services sociaux, mais les petites municipalités en bas de 500, 600, 800 habitants vont être en grande difficulté. Là, actuellement, on voit un déplacement de la population des centres qui s'en vont en région. Donc, on vide une région pour remplir l'autre. Mais par contre, ça amène beaucoup de gens qui vont faire du télétravail, mais ça n'amène pas nécessairement de nouveaux travailleurs dans la communauté. OK? Donc, on va avoir des défis sans précédent. Jamais le Québec va avoir autant de défis en même temps. Et on n'a pas d'expérience à gérer une décroissance semblable associée à le manque de main-d'œuvre. Puis il y a peu de régions à travers le monde qui ont cette expérience-là. Donc, il faut inventer une nouvelle société avec une population qui est vieillissante et peu de relève de disponible. D'où l'importance d'innover, d'être excessivement agile et, spécialement si vous avez des opportunités, d'impliquer tout le personnel pour qu'ils comprennent parfaitement les enjeux qui existent dans votre organisation, puis également aussi auprès de vos clients. Donc, on a ici, comme j'ai mentionné, on a 40... Je vois mal. Donc, on a 39,4 % à gauche, là, à votre droite, là, qui parle au-dessus de 50 ans. On a 37 MRC qui sont entre 45 et 50 ans. Et ensuite, on a 25 % des MRC là, qui sont en dessous de 45 ans. Donc, si on parle de Jacques-Cartier, Mirabel, Montcalm, donc tout ce dans la Nodière, c'est en croissance, Jardin-Pierreville, c'est Montérégie. Donc, il va y avoir certaines régions qui vont être en croissance, mais d'autres régions qui vont être plus en difficulté. L'autre élément aussi, l'autre tableau qui est intéressant, c'est l'indice de remplacement. Donc, ça va dire le nombre de 20-29 ans disponibles pour remplacer les 55-64 susceptibles de prendre la retraite. En 2012, on avait 95 personnes de disponibles pour remplacer ça. Actuellement, on est dans le plus bas de la courbe. On a 84 personnes de 20-29 ans disponibles pour remplacer 100 personnes de 55-64. D'où l'importance, ou tout au moins la compréhension, et ça va s'accélérer, mais on a quand même au moins pour les 10 prochaines années là, pour être capable d'atteindre 100 %. Mais 100 %, ce n'est pas dans toutes les régions administratives, c'est dans certaines régions. Donc, on voit ici, donc on a Montréal qui va être à 100 %, un peu plus que 100 %. Donc, en 2022, ensuite, on a... Un instant. Donc, on a Montréal, ensuite, on a Capitale-Nationale qui va atteindre son 100 % autour de 2028-2030. On a Laval qui va être sensiblement près de 100 %. On a l'Outaouais, on a l'Abitibi-Témiscamingue, on a Mauricie et ensuite, on a le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais si vous regardez les autres régions administratives, ils n'atteindront pas le 100 % nécessaire pour remplacer la main-d'œuvre. C'est soit qu'on est au courant de ça, ou encore on vit des difficultés au jour le jour. Moi, je préconise comme plus avoir une certaine vision de façon à préparer les gens pour demain. Et souvent, quand je fais des conférences aux maires, ils n'ont même pas leurs chiffres démographiques. C'est des chiffres qui datent de 2018 ou 2020. Les chiffres que je vous présente, ce sont les chiffres les plus récents qui existent sur le marché, datés du 25 juillet 2022. Donc, ça fait quelques mois qu'ils sont disponibles, que j'ai comme packagé. Et c'est pour ça que si ça vous intéresse, là, vous me donnez votre carte d'affaires, je vais vous envoyer les défis démographiques. Donc, tout le résumé de ces informations-là, je vais vous le faire parvenir par courriel. Madame? Pourquoi le creux spécifique? Bien, à cause qu'il y a trop de baby-boom qui prennent leur retraite. Ça se passe vraiment. Oui. C'est vraiment ça là, qui cause la difficulté. Là. Donc, tout le monde prend leur retraite en même temps. Et surtout, les gens deviennent épuisés du monde du travail. Le monde est écœuré. Donc, le monde est écœuré, non seulement parce qu'il y a toujours de pression, mais le manque de main-d'œuvre fait en sorte que les survivants, ça crée un stress et les gens deviennent épuisés. Puis encore pire, les propriétaires d'entreprises deviennent écœurés de leur business. Avoir tout le temps être en problème de main-d'œuvre, tout le temps des problèmes de service à la clientèle, quoi que ce soit, les entrepreneurs sont épuisés par la situation. OK, ça va? Fait que donc, moi je pense qu'on est mieux de le savoir que de ne pas le savoir, puis c'est ça qui nous permet vraiment d'avancer. Ça ici, c'est donc au niveau de la population. Donc, tout simplement mentionner qu'au niveau du ratio, en 1971, on avait 7,8 travailleurs par personne âgée.
En 2016, 3,4 travailleurs par personne âgée. Actuellement, on a 2,8 travailleurs par personne âgée. Et on va se tomber en 2036 à 2,1 travailleurs par personne âgée. Donc, il va falloir qu'on double notre productivité si on va être capable de supporter les services à la population et de se payer les services à la population. Oui, il y avait une question? Oui. 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 Oui, exact. Avec l'immigration est inclue dans ça. Donc, moi, les chiffres que j'ai, ça provient des démographes de l'Institut de la statistique du Québec, puis ils intègrent les 50 000 60 000 personnes immigrantes. Y avait-il une autre question? Oui. Lorsque vous nous envoyez le résumé, est-ce qu'il y a aussi les images? Oui, tous les tableaux vont être présents. Tous les tableaux vont être présents. Là, on a un risque aussi qui augmente la retraite, fait que probablement que le 2.11 va changer, mais ça va être un fait. Bien, exactement. C'est sûr que le gouvernement va encourager, va étirer ça à 68, 70, parce qu'on n'aura pas la population, merci beaucoup, on n'aura pas la population qui va être capable de supporter tout ça. Là. Fait que, donc, mais c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'il y en a. Fait que si on regarde d'ici 2025, le potentiel de gens de retraités, donc 34 des gens en ingénierie pourraient quitter, 32 en enseignement, services sociaux, fabrication, administration, commerce. Donc, c'est considérable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la transformation qui coïncide non seulement avec une transformation du monde du travail, mais le rehaussement des compétences et la redéfinition de la productivité. L'innovation va être à la base de tout. Mais pour ça, ça nous prend des gens de calibre, des gens qui ont une ouverture d'esprit et surtout un niveau de jeunes qui ont l'éducation nécessaire pour être capables de vous développer. Là. Il reste seulement 15 minutes, donc on va aller un petit peu plus rapidement. Donc, une nouvelle ère débute. Donc, on a les matures qui représentent 8,5 de la population. On a les baby-boom, 18,6 de la population. Les X, 26,7. Les milléniums, 25,4. Les Z, 10,9. Et la génération alpha qui représente 10,5. Donc, on a ici les matures baby-boom et X qui représentent environ 40 45 de la population. Puis on a seulement 20 de la population pour les remplacer. Donc, ça aussi, ça explique bien qu'est-ce qu'il y en a. Avant, on était dans l'ère de l'abondance. On dirait que tout était maximum. On était à l'abondance au niveau des ressources naturelles, des ressources financières, matérielles. Maintenant, on rentre dans une ère de transition. Et l'ère de la rareté nous oblige à utiliser efficacement les ressources qui sont disponibles. C'est pour ça que le concept d'agilité est de plus en plus important dans le milieu du travail. Le problème, c'est que chacun a sa propre définition de l'agilité. Il faut que vous puissiez avoir un document de référence pour dire qu'est-ce que ça veut dire de l'agilité pour la direction, pour les employés et aussi les processus. Et ça, bien, il y a toute une question d'éducation qui est à faire vis-à-vis de ça. Axé sur la qualité des relations, mais un plus grand contrôle, c'est pratique. Donc, ça nous prend des statistiques des données. Les statistiques des données vont nous permettre de prendre des décisions. Si on n'a pas de bonnes statistiques, de bonnes données en temps réel, on ne peut pas être agile en tant qu'entreprise. Donc, l'agilité amène de l'autonomie et amène l'initiative de la part du personnel. Donc, on va manquer de personnel, il va falloir qu'on soit plus productif, plus efficace et que les employés puissent connaître comme il faut les objectifs de l'entreprise de façon à ce qu'ils prennent des décisions et des initiatives axées sur les données qu'ils reçoivent. C'est pour ça qu'on parle de l'ère numérique là, qui est en place. Donc, simplement pour terminer pour cette partie-là, donc, les résumés des grandes vagues, M. Alain l'a mentionné tantôt, donc les vagues sont de plus en plus courtes, les cycles de vie sont de plus en plus courts, qui nous obligent à constamment s'ajuster. Donc, une des caractéristiques du monde du travail, c'est l'instabilité en milieu de travail. Et l'instabilité, bien, les gens sont souvent inconfortables avec l'instabilité parce que ça nous oblige toujours à revoir ça, les rôles de responsabilité. Donc, on a le monde rural qui a duré 6000 ans. Okay, des dizaines de générations, on avait un temps illimité pour changer, il y avait peu de connaissances des autres cultures. Le monde industriel qui a duré 300 ans, ça permettait d'avoir des rythmes de changement un peu plus rapides. On optimisait la main-d'œuvre, également aussi la machinerie. Puis actuellement, c'est en transformation dans les pays avancés. Actuellement, l'ère des communications, donc l'arrivée des ordinateurs des années 80 permet d'utiliser plusieurs données, plusieurs variables pour être capable de prendre des décisions. Donc, ça permettait de contrôler davantage les fonctions et des processus. Actuellement, on rentre dans l'ère du savoir ou de l'expertise. Donc, on est en début de stade. Ça amène l'ère de l'ambiguïté. Donc, on ne sait plus trop comment s'ajuster. Il va y avoir l'expansion de la techno-élite. Donc, des gens là, qui ont de la connaissance technique, puis eux autres, là, gagnent un salaire phénoménal. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance pour être capables de progresser.
Donc, on parle de reconstitution de la matière, des formes, ou avec la biotechnologie, la robotique, l'intelligence artificielle, la nanotechnologie. Uniquement qu'avec le COVID-19, ça a pris un an et demi pour découvrir le vaccin, comparativement à des décennies avant. Donc, on a des découvertes, il y a une accélération de décisions, mais surtout un partage de connaissances mondiales qui fait en sorte que maintenant, on fait face ensemble aux défis de demain. Donc, on commence à personnaliser les biens et services, puis on voit de plus en plus de freelance. On rentre dans l'ère de la créativité, donc c'est le maillage entre les technologies de l'information, les savoirs et l'expertise, des percées dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la santé, environnement, matière et énergie. Donc, je pense que c'est rien comparativement à ce qu'on va découvrir et qu'on va implanter dans les prochaines années à cause des défis associés à l'environnement. Je suis convaincu qu'on va trouver des solutions tout à fait extraordinaires. Et autour de 2050, probablement, donc un cerveau planétaire, donc la mobilisation des peuples et des partages rapides du savoir pour gérer les ressources et les risques associés à la croissance. Lorsqu'on va se retrouver 10 milliards de personnes, ça va prendre de l'imagination pour être capable de suffire et supporter vraiment tous ces gens-là. Donc, tout simplement pour mentionner comme quoi que, pour terminer, les changements, il y a eu des changements aussi au niveau de la COVID, mais ça nous oblige à penser différemment en ce qui concerne l'innovation. Si on regarde maintenant une deuxième partie des impacts de la rareté de main-d'œuvre sur les relations de travail. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Motivant ou démoralisant? Comment? Ben, est-ce qu'on est mieux de le savoir ou pas le savoir? Oui, il va y avoir beaucoup d'opportunités. OK, donc, les conséquences de la transformation sur les organisations. Donc, on appelle d'instabilité, on parle des exigences accrues sur les ressources humaines, un climat de stress permanent et de fragmentation des rapports sociaux. Donc, quand on parle de fragmentation, donc les gens se chicanent, ça crée de la pression, ça crée un stress sur les gens, sur les milieux de travail, qui fait en sorte que les gens vont exploser. Fait que donc, tous des antidépresseurs, le burn-out, ça va s'accélérer dans les prochaines années. D'où l'importance que les employés puissent être capables de comprendre qu'est-ce qui s'en vient et que vous puissiez devenir un employeur remarquable, un employeur de grande qualité qui va s'occuper du bien-être et du mieux-être des employés. Si vous allez être capable de vous démarquer comme entreprise, vous allez attirer les meilleurs talents. Les meilleurs talents recherchent les meilleurs employeurs. Mais est-ce que vous êtes le meilleur employeur? Si vous n'êtes pas le meilleur employeur, bien, c'est certain qu'on a de la difficulté à se démarquer et faire en sorte qu'on va se positionner. Donc, les meilleurs employés recherchent les meilleurs employeurs et c'est de là que, par la suite, vous devez mettre en valeur votre marque employeur. Donc, tout ça mentionner que les organisations se réinventent, arrêtent, déménagent, fusionnent, centralisent, décentralisent, coupent, changent, mettent à pied. Les employés sont perdus dans tout ça. D'où l'importance de la communication interne dans votre milieu de travail. Dans votre milieu de travail, moi, je considère qu'une organisation est comme un temple. Et le défi, c'est vraiment de connaître qu'est-ce que vos employés pensent de l'organisation. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un employé accepte de travailler pour vous? Donc, est-ce que les gens vont dire, je vais-tu être fier de dire que je travaille pour telle organisation? La réputation, c'est quoi votre réputation à titre non seulement d'entreprise, mais aussi comme entrepreneur? L'estime de soi, je me sens-tu intelligent de travailler pour votre organisation? Est-ce que les conditions de travail et de la rémunération vont me permettre de bien vivre? Et finalement, les opportunités professionnelles. Donc, ça, c'est les 4 conditions qui font en sorte que souvent un employé va accepter de travailler pour vous ou un candidat. La manière qu'on intègre, la manière qu'on informe, la manière qu'on les fait participer, la manière l'ambiance qui règne, la manière qu'on apprécie leur contribution, l'intérêt qu'on porte envers l'employé, la formation de reconnaissance et l'organisation vont dépendre beaucoup de la qualité des liens internes et de la qualité des superviseurs. Est-ce que vous sondez vos employés sur chacun de ces éléments-là? Quel pilier qui est faible, qui fait en sorte que ça coule? Est-ce que l'intégration est faite de façon structurée et professionnelle? Est-ce que vos gestionnaires ont des stratégies de motivation et de mobilisation? Y a-t-il des activités qui font en sorte que les employés font en sorte que c'est agréable de travailler pour votre organisation? Donc, tout ça fait en sorte que ce sont les éléments de base qu'il faut être capable de sonder pour connaître l'opinion des employés sur les pratiques de gestion interne. Donc, où est-ce que vous vous situez dans la course des candidats? On a vu que le défi démographique nous oblige à repenser, mais surtout de devenir le meilleur employeur que vous pouvez devenir, de façon à attirer des candidats disponibles. Nous, qu'est-ce qu'on a développé sur notre côté? On a développé un concept qui permet de connaître qu'est-ce qui les a attirés à travailler pour vous, qu'est-ce qui les motive, comment vous performez comme employeur, qu'est-ce qui pourrait assurer leur rétention et qu'est-ce qui vous distingue.
Et c'est pour ça qu'on a mis en place la certification employeur remarquable, faite par le Bureau de normalisation du Québec. Donc, ce n'est pas nous qui attribuons la certification, c'est le Bureau de normalisation du Québec. Il y a 2 certifications disponibles qui permettent d'analyser les 69 pratiques définissant un employeur de qualité et les 8 énoncés supplémentaires qui touchent la diversité culturelle. Donc, les entreprises qui sont certifiées ont une meilleure qualité de CV et en plus grande quantité également aussi, tout simplement parce que les meilleurs employés recherchent les meilleurs employeurs. Donc, puis également aussi, ça vous permet d'avoir votre marque employeur, donc d'identifier votre marque employeur, donc pourquoi les employés aiment travailler pour vous, là. Donc 90,8 % des gens disent, bien, je suis un employé qui respecte les engagements, qui a des horaires de travail qui permettent de garder un équilibre, qui n'a aucun commentaire lié à la discrimination, qui fait preuve de compréhension. Donc, si maintenant, moi, je suis un candidat et que je vous pose la question, pourquoi je devrais travailler pour vous, on va dire, voici qu'est-ce que nos employés disent de notre organisation. Il faut qu'elle soit validée avec des statistiques qui sont fiables et prouver comme quoi qu'on peut éventuellement insérer ça dans votre page carrière ou dans votre site web pour démontrer la qualité. Il faut comprendre que 95 % des candidats vont aller visiter votre site web avant d'embauche ou afin de connaître votre entreprise. Et s'il n'est pas capable de voir l'expérience employée vécue dans votre milieu de travail à travers les documents, bien, je pense que vous perdez un petit peu d'opportunité. Donc, qui sont vos ambassadeurs? Et surtout, qu'est-ce que vous faites pour être capable que ces ambassadeurs-là présentent bien votre organisation? Donc, tout simplement pour les 8... Maintenant, on termine avec les 8 activités pour se démarquer comme entreprise. Donc, première chose, c'est sûr, évaluer vos coûts de présentéisme, absentéisme, de roulement de personnel et les coûts de rétention. Si ça vous coûte 100 000, 200 000, 300 000 le roulement de personnel, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour prendre un certain montant de cet argent-là et de redonner en bénéfices marginaux ou en salaire pour les gens? Deuxième point, communiquez vos intentions. Est-ce que votre propriétaire ou votre dirigeant a une vision claire du futur, des enjeux, mais surtout, est-ce qu'il est transparent à présenter ça à votre personnel? Ça devient absolument important pour qu'il explique le futur de l'entreprise de façon à se préparer pour demain. Puis si en même temps, vous ajoutez certaines informations démographiques, immédiatement, les employés vont embarquer dans votre projet. Sondez vos employés pour cerner leur perception de votre culture organisationnelle. Donc, votre culture organisationnelle, est-ce que vous seriez capable de l'expliquer d'un coup sec, c'est quoi votre culture chez vous? Est-ce que vous êtes une culture axée sur la non-cohérence, une culture axée où est-ce que les employés n'ont pas les bons outils de travail? Qu'est-ce que vos employés disent à leurs amis de votre organisation? Okay? Donc, la culture organisationnelle, c'est absolument important de l'avoir. Optimisez votre productivité, on l'a mentionné tantôt, donc éliminez la non-qualité qui existe dans votre organisation en faisant l'inventaire, mais en mettant aussi en place un comité d'amélioration ou d'agilité. Évaluez le potentiel de votre personnel. Comme on va manquer d'employés, il faut absolument évaluer le potentiel de nos employés. Est-ce que vos employés sont sur la bonne place? Est-ce que vos employés sont utilisés selon leurs bonnes connaissances? On a toute la partie « Mettez en valeur votre marque employeur ». Donc, vous n'avez pas le choix. Si vous n'améliorez pas votre marque employeur aujourd'hui, vous allez le faire dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Donc, le positionnement de votre marque employeur, de votre organisation vis-à-vis des autres est obligatoire de façon à ce que des candidats puissent vous choisir. Recruter des candidats de qualité et finalement mesurer. Donc, mesurer vos investissements, mesurer tout ce qui se passe, parce que la mesure va vous permettre de prendre des décisions. Donc, en résumé, donc, qu'est-ce qu'on a vu à travers la présentation? Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Le monde qui est en transformation rapide, qui crée de nombreuses opportunités. On a vu également aussi que le vieillissement de la population conduit à la rareté de main-d'œuvre et la réponse des employeurs face à cet événement-là. Donc, la redéfinition des rôles, des responsabilités et de la performance. L'innovation pour répondre aux nouveaux clients, aux nouveaux besoins. De nouveaux types d'emplois associés à la robotisation, l'automatisation et l'intelligence artificielle. L'apprentissage et formation continue. Il y a toute la partie de modification de la relation employé-employeur. Il y a toute l'implication et contribution, et finalement, toute la partie de l'utilisation d'intelligence collective pour se démarquer. Okay? Donc, pour moi, là, ce sont des éléments tout à fait extraordinaires, là, tout à fait intéressants. On a des entreprises qui vont échouer, d'autres entreprises qui vont réussir. Et c'est de là que dans les prochaines années, donc les leaders devront jongler avec l'incertitude, sentir le courant, réagir promptement, prendre des risques. Les travailleurs de qualité seront recherchés et seront la source des entreprises en progression.
La productivité devra doubler si on veut garder notre qualité de vie pour les services à la population actuelle. Les secteurs publics et privés vont travailler en étroite collaboration. La technologie va nécessiter de nouvelles compétences de la part des travailleurs. Les multimédias seront essentiels pour rejoindre et faire participer, soit répondre aux besoins spécifiques. Et finalement, l'implication et la compétence humaine vont être le seul déterminant pour les entreprises qui vont réussir. C'est quand même intéressant. Donc, tout simplement mentionner qu'on a des vagues, on n'a pas le choix de prendre la vague. C'est soit qu'on la prend ou on devient spectateur. Le Québec ou le Canada doit faire partie de la vague. On en reçoit des vagues de tous bords, de tous côtés, là. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il nous faudra se mobiliser sur des défis importants, regrouper les forces, synergiser les intelligences, rester alerte et agile pour en identifier rapidement les opportunités, ajuster constamment les services, investir dans les technologies et l'apprentissage et utiliser adéquatement les talents et les ressources. Donc, j'espère qu'en l'espace de quelques minutes, on vous a donné un peu un aperçu de ce qui s'en vient. Mon objectif, c'était que vous puissiez prendre conscience de la situation, de comprendre aussi l'ampleur et le sérieux de ce qui se passe au Québec. On entend toutes sortes de choses, mais là, aujourd'hui, je vous ai présenté des chiffres. Le document, si vous voulez l'avoir, le document présente énormément de bonnes informations à l'intérieur, avec tous les tableaux qui sont disponibles, et il pose des questions aussi. Et ces questions-là, vous pourriez très bien le partager à vos collègues ou encore à vos patrons pour dire hey, qu'est-ce qu'on fait avec la situation. On ne peut pas rester insensible. Si on reste insensible, ça ne marchera pas. Il ne faut pas oublier qu'on est les futurs utilisateurs de nos décisions. Si on prend les bonnes décisions, on peut avoir de bonnes activités. Mais si on ne prend pas de décision en fonction du futur, mais on va vivre avec les conséquences. Donc, on est dans un moment névralgique, on appelle ça un point de bascule. Et le point de bascule va dépendre de la mobilisation des employés, de l'innovation et de l'agilité des organisations. Merci beaucoup. Il y a des périodes de questions. Si, mettons, vous avez des questions ou des commentaires, là, ça nous ferait plaisir de... Oui, madame? Vous disiez tantôt, une des facettes, là, au départ, c'était le gouvernement. Oui. Oui. C'est ça. Au départ, vous disiez qu'un des paramètres, c'était les politiques gouvernementales. J'ai cru comprendre que vous mentionnez qu'au Québec, comme les mandats sont de 4 ans, la vision est de 4 ans, ça n'adresse pas cette vision. C'est-à-dire que la gouvernance est 4 ans. Ils ont une certaine vision du futur, mais ils ne la partagent pas nécessairement. Ils la gardent peut-être entre eux autres, mais n'informent pas nécessairement la population là, sur qu'est-ce qui s'en vient. Là. Oui, je voulais savoir votre degré de confort, confiance vis-à-vis du Québec et des institutions gouvernementales par rapport à ces défis. C'est mitigé, donc. Bien, écoutez, ça dépend je pense que le gouvernement... Le défi du futur, c'est un défi apolitique. Donc, ça n'appartient pas à un type de parti politique. Là. Ça appartient à toute la population. Mais s'il y a tout un éveil, et il y en a beaucoup de gens qui ne croient pas à ça, ou encore qui n'embarquent pas dans les projets. Donc, il faut que la majorité de la population embarque dans les projets du gouvernement, donc, spécialement au niveau de la rareté de main-d'œuvre. On parle à nos députés. Oui, exactement. Puis le fait aussi qu'on devra s'occuper de notre santé globale. Donc, chaque employé ou chaque citoyen devra s'occuper de sa santé globale pour qu'on ne rentre pas dans les hôpitaux, qu'on ne rentre pas dans le système de santé. Parce que sinon, ça va éclater tout bord, de tous côtés. Et c'est presque sûr qu'il va y avoir des bris de service. Donc, quand on parle des bris de service, c'est des catastrophes, c'est des morts, c'est l'ambulance qui n'arrive pas à temps, il arrive à l'urgence, puis on n'a pas de personnel pour s'en occuper. Donc, on va voir malheureusement certaines difficultés dans les prochains mois, prochaines années. D'autres commentaires, d'autres questions? Oui, madame? Je suis curieuse de savoir les statistiques d'autres provinces de Québec. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a le même problème partout au Canada? Il y a certaines problématiques, spécialement en Maritime, mais le Québec est assez unique parce qu'on a eu un des taux de fécondité les plus élevés autour des années 1957, 58, 59, donc qui appelle le baby boom. Donc, on a eu beaucoup d'enfants qui est assez unique dans les pays industrialisés et tous ces gens-là quittent en même temps. C'est ça qui fait un raz-de-marée d'individus qui quittent le marché du travail. Mais il y a certaines provinces là, qui ont certaines difficultés, mais les problématiques vont arriver comme 5 à 10 ans après nous autres. Nous autres, on est dedans actuellement. Mais les autres vont vivre cette situation-là comme un peu plus tard. Oui? J'ai une question de nos amis en ligne qui aimeraient tous recevoir les documents là, dont vous avez parlé. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour vous joindre, vous contacter?
Est-ce que toi, tu serais capable de rejoindre ces gens-là? Je pourrais lui donner le courriel, puis tout simplement... Vous pourrez me donner le courriel à la fin. Oui, c'est ça. Donc, par la suite, je vais pouvoir leur faire parvenir. Merci. D'autres commentaires? Oui, monsieur? Allô? Oui. On essaye d'utiliser le micro pour nos amis en ligne, sinon ils ne nous entendent pas. Bonjour. Donc, d'abord, merci pour votre temps. Très intéressant, la conférence. Donc, en fait, plus un commentaire suivi d'une question. Je vois qu'on a beaucoup parlé du talent sans nécessairement le définir, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez large. J'en conviens que rechercher les meilleurs talents, c'est très important, mais j'ai aussi le sentiment que dans un contexte où il y a effectivement des enjeux démographiques au niveau de la main-d'œuvre et tout, voyez-vous que le développement du talent à l'interne devrait aussi être complémentaire avec ça, parce que le savoir-faire et le savoir-être, c'est deux choses qui sont, selon moi, très différentes, et je pense que je vais prendre comme exemple. Je n'ai pas commencé en étant bon. On m'a montré à bien faire mon travail et je pense que de rechercher. Je vais vous montrer une diapositive. Je vais vous montrer une diapositive sur les talents du futur. Donc, qu'est-ce que les employeurs vont rechercher les prochaines années? Colin, pourrais-tu mettre le PowerPoint, s'il te plaît? Et c'est ça, je pense que le système scolaire devrait être capable de présenter. Donc, les 16 compétences essentielles, donc les fondamentaux, ce qu'on sait, donc la lecture, mathématiques, culture scientifique, culture financière, culture en lien avec les technologies des informations et des communications, culture générale civique. Actuellement, on a beaucoup d'analphabètes fonctionnels en milieu de travail. Donc, si on a beaucoup d'analphabètes, comment on fait pour arriver à ça ici? Donc, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas aucun jeune qui doit décrocher, parce que sinon, on se pénalise en tant que société. Le deuxième, au niveau de l'agilité intellectuelle, donc, qu'est-ce qu'on fait avec notre savoir? Être capable d'avoir un esprit critique, être capable de résoudre des problèmes, d'utiliser sa créativité, la communication et la collaboration. Et finalement, en ce qui concerne comment on interagit avec le monde, curiosité intellectuelle, la prise d'initiative, la persévérance, l'adaptabilité, la prise de décision pour l'ouverture au monde. Donc, ce sont des éléments sur lesquels on doit être capable de développer. En secondaire 1, est-ce qu'on travaille sur la curiosité intellectuelle? En secondaire 2, est-ce qu'on travaille sur la culture scientifique ou un autre sujet particulier? Moi, je suggère que pour chacune des années, on a des sujets très précis pour permettre aux jeunes d'acquérir certaines connaissances qui vont être utiles dans le monde du travail les prochaines années. Mais est-ce que c'est expliqué de cette façon-là aux enseignants? Est-ce que c'est expliqué de cette façon-là aux parents également aussi? OK? Donc, c'est essentiel. Comme on va manquer de main-d'œuvre, ça nous prend ce genre de qualité individuelle-là en milieu de travail. Et si on a ça, bien, wow, c'est fantastique. Mais je pense qu'on est un peu loin de cette situation-là actuellement. Je ne sais pas si ça répond à vos questions, monsieur. Bien, écoutez, il est déjà 11h30. Je vous remercie beaucoup de votre présence, que j'ai été très agréable de communiquer mes observations à vous. En tout cas, je vous souhaite de bonne chance. Puis, comme j'ai mentionné, si vous voulez avoir accès aux documents, simplement de me donner votre carte d'affaires, puis je vais vous faire parvenir. OK, donc... merci.